Buenos días a todos et à todas. On va commencer tout de suite parce que on ne veut pas voler du temps aux personnes qui vont parler, qui sont des intervenants tout à fait exceptionnels. Exceptionnels comme tout a été fait dans l'ordre, dans la manière de faire partir ce congrès. Il parle d'épigénèse. Et je remercie vraiment beaucoup les collègues espagnols, en particulier Laza, Fernando, de ce qu'ils ont fait, et les collègues de la EPA pour avoir pensé que c'était le moment de sortir tout à fait d'un schéma, que c'était le schéma psychopathologique, pour entrer dans le schéma que la psychopathologie, c'est une discipline qui a besoin total des autres disciplines. Et en effet, les deux personnes qui doivent maintenant parler, le professeur François Juin et le professeur François Ansermet, sont les personnes les plus curieuses de ce qui se passe dans les milieux autour d'eux et qui présentent et sont capables de présenter un thème aussi difficile, aussi spécifique comme l'épigénèse, se souvenant toujours que ça doit servir à quelque chose dans notre culture, dans notre clinique. Et c'est ça qu'ils sont capables de faire. En effet, le professeur Juin, il a fait partie toute sa vie jusqu'à présent d'une quantité des grands groupes de recherche internationaux, français, des États-Unis, chinois, et il a voulu cette fois-ci nous présenter l'hypothèse, quelque chose qu'il appelle l'hypothèse, que les mécanismes prénataux responsables de la construction de la neuroanatomie sont de même nature que ceux qui sont mis en œuvre après la naissance, lors de la mise en place des structures et fonctions de la cognition néonatale. Mais ça, il l'a fait en employant des recherches sur les prématurés, en employant des recherches toujours liées à quelque chose que nous pouvons constater dans le monde cognitif et dans le monde du développement avant et après. Monsieur Ansermet, le professeur Ansermet aussi, au contraire, il a toujours travaillé dans la clinique. Il a été chef de service à Genève, chef de service à Lausanne, mais il a toujours été aussi en grande liaison avec le professeur Magistretti, et ils ont essayé de trouver une base de ce qui concerne le développement de cerveau. Et ils l'ont fait d'une façon remarquable, parce qu'enfin, ils ont mis ensemble tout ce qui est leur recherche avec les arts qui sont autour d'elle. Et ils ont créé Agana, qui est une association que vous pouvez trouver aussi en Internet, et vous aurez les plus grandes discussions qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, l'épigénèse à laquelle il s'adresse Monsieur Juin, qui vous parlera tout de suite, c'est donc à partir du développement, et c'est ce qu'on a déjà retrouvé avec qui concorde, c'est un accord avec la situation des neurones miroirs, qui c'est un accord avec plusieurs autres modalités d'études. Et donc,
il nous donne quelque chose de très précis qu'on peut constater. Le professeur Ansermet va même plus loin, c'est-à-dire qu'il est en train maintenant de s'occuper de la fabrication des enfants et il faut penser à une épigénèse qui se passe avant encore que l'enfant soit conçu. Et avec les enfants qui se présentent maintenant et qui viennent du froid de la PMA, est une chose très intéressante. Bien, alors, ils ont écrit beaucoup de choses. Pour ce qui concerne M. Jouin, il y a sans doute beaucoup de choses en Internet. Et il y a un résumé important de ce qu'il a fait dans le dernier livre sous la direction de Drina Candelis, Huisman et Dunia, dans laquelle tout un système est mis ensemble. Et donc, je vous donne la parole tout de suite, avec beaucoup de remerciements. Ça va me casser les pieds, je vais mettre comme ça. Voilà. Me gustaría hablar español con nosotros, pero es imposible para mí. So, in français. Si on regarde un petit peu les grandes théories du développement qu'on a vu apparaître à la fin du 19e, au début du 20e, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'elles tirent, en fait, elles ont une utilisation implicite à la thermodynamique classique, c'est-à-dire la théorie des systèmes d'équilibre. Dans cette théorie, il y a deux grands principes qu'on va retrouver à l'origine de ces théories développementales. Le premier, c'est la conservation d'énergie. L'énergie totale d'un système est conservée et on observe une transformation de l'énergie en d'autres formes d'énergie. Et le deuxième principe, c'est la notion d'irréversibilité des phénomènes physiques. Ça, c'est ce qu'on a classiquement dans la fonction d'entropie que vous connaissez tous. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, avec ces deux systèmes, ces deux emprunts, on a la définition d'une chose classique qu'on a dans le développement humain, qui est la notion de stade. Le stade, c'est quelque chose par lequel vont passer tous les enfants, qui va être conservé, les acquis d'un stade vont conserver lors de l'acquisition d'un autre stade, et donc on va avoir un système qui est totalement en accord avec les modèles de la thermodynamique. La deuxième conséquence de cet emprunt à la thermodynamique, c'est de définir une fin du développement. Pour toutes les grandes théories développementales, que ce soit celles de Freud, de Vallon ou de Piaget, vous avez un moment dans l'histoire de l'individu, un processus d'équilibration entre différents facteurs qui va marquer la fin du développement. Chez Vallon, chez Freud, ce sera l'équilibration entre Eros et Thanatos. Chez Vallon, ce sera l'équilibration entre les processus individuels, génétiques et l'influence sociale. Et chez Piaget, que vous connaissez bien aussi, c'est le système d'équilibration au niveau des structures logico-mathématiques qui sont responsables de la pensée. Utiliser un modèle de cette nature a des conséquences du point de vue des conceptions qu'on a eues du développement. La première, c'est que le développement, c'est quelque chose qui est linéaire. C'est un enchaînement de stades. Et comme c'est linéaire, comme c'est un système dynamique, thermodynamique linéaire classique, la conséquence, c'est lorsque je connais le développement d'un individu à un moment t, je peux prédire ce qu'il sera à un moment t plus 1. La deuxième chose, c'est que comme on a affaire à un système linéaire, on a un système qui est extrêmement normatif, dans lequel on va s'intéresser bien évidemment plus à la moyenne et pas du tout à la variance. On va définir des quotients de développement, des quotients intellectuels, et on va classer les individus par rapport à une norme moyenne, au sens gaussien du terme, et tout écart soit écarté, soit considéré comme étant du pathologique. La dernière conséquence importante de ces modèles, c'est que le grand facteur qui explique le développement, c'est la maturation. Et comme la maturation est sous le contrôle des gènes, in fine, l'explication du développement, c'est la génétique. Mais comme vous savez comme moi, la génétique, ça n'explique pas tout. Et on va commencer par quelques exemples. Je suis en train de quitter mon texte, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, en vous présentant des travaux qui sont faits à l'intérieur dans
dans l'établissement où je travaille, où on travaille sur des cellules clonées. Ils sont issus des cellules clonées qui ont évidemment le même patrimoine génétique. Et simplement, ce qu'on se rend compte sur cette première illustration, c'est que lorsqu'on modifie la densité des cellules qui sont en train de se développer, eh bien, ces cellules peuvent exprimer des phénotypes différents. Elles ont le même patrimoine génétique, elles sont clonées, mais en fonction des conditions environnementales, elles vont exprimer quelque chose de différent. Un autre exemple, c'est qu'on travaille sur les cellules hématopoïétiques, c'est ce qui va devenir les globules oranges ou les globules blancs, pour faire assez rapidement. Ces cellules ont je ne sais pas si ça fonctionne, non, bon, c'est pas grave, ont des devenirs différents, mais ce qui vient d'être montré par ce groupe, c'est qu'avant la différenciation qui va faire qu'une cellule va avoir tel ou tel devenir, il y a un processus stochastique, c'est-à-dire qu'on peut modéliser mathématiquement, qui va déterminer le devenir de la cellule. Et c'est très intéressant, parce qu'avant même les phases primitives de différenciation cellulaire, les cellules sanguines peuvent adopter des phénotypes différents. Et l'adoption de ce phénotype différent n'est pas contrôlée par le gène, mais contrôlée par la dynamique des mouvements de la cellule au cours du développement. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez l'humain. Ça, c'est un exemple classique d'un syndrome neurologique qu'on retrouve essentiellement chez des enfants monozygotes. Je vais aller assez rapidement, je pourrais donner plus de détails si vous voulez tout à l'heure. On le retrouve aussi ici sur ces deux individus qui sont des jumeaux monozygotes, mais simplement qui ont été élevés dans des conditions environnementales différentes. C'était à l'époque où, aux États-Unis, on n'hésitait pas à séparer des enfants et les placer dans des milieux enrichis ou dans des milieux appauvris. Et vous voyez immédiatement l'effet, 50 ans après, de la rupture et de la modification du phénotype par rapport aux conditions environnementales. C'est pour ça qu'on s'intéresse maintenant, avec plusieurs collègues, à ce qu'on appelle l'épigénomique, c'est-à-dire on va essayer d'étudier comment l'environnement modifier en fait l'expression d'un génome. Ça, c'est un exemple classique que vous connaissez tous. Le devenir d'une larve d'abeille, qu'elle devienne ouvrière ou reine, va dépendre totalement de l'alimentation qui soit donnée pendant sa période précoce. Et selon le fait que si on lui donne de la gelée royale, on va inhiber ou pas un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans la morphologie de l'individu et donc dans le devenir. Donc grosso modo, c'est regarder comment l'environnement, au sens large, on verra que c'est des environnements qui peuvent aller des aspects physico-chimiques jusqu'à des choses un peu plus compliquées, vont avoir une influence sur l'épigénome, c'est-à-dire les modifications épigénétiques au niveau cellulaire. Première chose à se souvenir quand on essaye de comprendre ça, c'est de se dire que nous sommes tous en fait issus d'un même génotype et toutes les cellules de notre organisme ont le même génotype, mais elles ont un phénotype différent au cours de leur développement. On va partir d'un groupe indifférencié de cellules qui donnera des cellules nerveuses comme les neurones ou des cellules du foie, des cellules musculaires, des cellules de l'intestin. Chose très intéressante, ça, les travaux très récents qui sont sortis depuis 2-3 ans, qui montrent que dès les phases primitives du développement, alors qu'on pensait que la différenciation de l'embryon dans le tout début du développement était entièrement contrôlée par les gènes, le groupe de Vincent Fleury à Paris vient de montrer que dès les première phase de différenciation cellulaire, de division cellulaire qui vont donner naissance à l'embryon, la physique va intervenir, c'est-à-dire les forces physiques qui sont appliquées sur un embryon en construction vont déterminer en fait la forme que cet embryon va prendre au cours du développement. Un autre exemple, cet effet en fait, est quelque chose qui est partagé par toutes les espèces. Chez les vers de terre comme les nématopodes, on a des effets qui vont, en fonction de ce qu'on donne à manger à ces vers de terre, vont modifier l'expression d'un certain nombre de gènes, comme le gène d'Afset qui va modifier en fait la forme de l'individu. Chez les reptiles, vous savez aussi comme moi que la température détermine le sexe du reptile. La densité des mâles et des femelles va dépendre en fait des conditions de température. Chez le rat, où c'était bien documenté, mais je reviendrai dans quelques minutes, on a des effets énormes concernant les effets de stimulation tactile en prénatal, de nutrition prénatale qui vont modifier en fait la protéine céphos
donc qui vont intervenir sur les mécanismes d'induction cellulaire qui participent à la construction de l'individu. Et chez les humains, on connaît bien l'effet du stress, notamment auprès des étudiants, chez qui, lorsqu'on les stresse un peu trop, on entraîne une diminution du système immunitaire sur l'interleukine 2, qui est un très bon principe à utiliser pour que les étudiants soient très attentifs à ce qu'on leur raconte pendant les cours. Le stress, je vais assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si vous stressez des souris gestantes, vous allez avoir une inhibition d'un gène, le gène GAD, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines pathologies chez l'humain, hein, notamment dans la schizophrénie. Donc il y a certainement des liens à les regarder un petit peu sur comment les effets du stress, sur lesquels je vais revenir, peuvent avoir des conséquences du point de vue de la pathologie. Alors, là, c'est un travail aussi très récent que je trouve important à vous rapporter. C'est un travail qui a été fait par Nicole Eyre en IRM fonctionnel chez des enfants qui sont issus de familles vivant sous le seuil de la pauvreté fédérale aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ces enfants, entre 4 et 20 ans, on observe une diminution de 8 à 10%, et même un peu plus, de la matière grise pour les enfants qui sont exposés à des conditions de stress et de pauvreté. Et de façon corrélative, comme vous avez une diminution de la matière grise, vous avez aussi une diminution des compétences cognitives, puisque ces enfants se retrouvent avec des QI qui sont inférieurs. De la même façon, c'est ce que sur l'image, la partie droite de l'image, les stress traumatiques chez les adolescents ont des effets différentiels au niveau de l'insula, qui est une structure corticale impliquée dans le contrôle des émotions, selon que vous êtes garçon ou fille. Un travail aussi très intéressant qui va un petit peu dans l'esprit de ce qu'on essaie de montrer, c'est le travail d'Eli Puterman en Colombie-Britannique, qui a montré que la répétition prolongée de stress pendant la période petite enfance, et je pense notamment à nos prématurés qui sont exposés à des conditions stressantes pendant très longtemps, ça a un effet sur la longueur des télomères. Les télomères, c'est un brin d'ADN qu'on retrouve sur les chromosomes qui est très intéressant parce que c'est un marqueur en fait de la longévité possible d'un individu. Répétition du stress entraîne une diminution de la longueur des télomères, donc par conséquent une diminution de l'espérance de vie des individus stressés. Alors, ce sont des effets complexes. On s'est intéressé à ça depuis longtemps. Là, je vais juste vous montrer un petit peu un travail des années 60 qui consiste à travailler un petit peu sur les conditions environnementales enrichies ou appauvries selon que vous êtes un rat intelligent ou un rat bête. Alors, si vous êtes un rat intelligent, c'est ce que la partie droite de la photo, et que on vous place dans un environnement enrichi, ça ne va pas améliorer vos performances cognitives de façon générale, parce que vous n'aurez pas plus de stimulation, en fait, elles ne seront pas traitées. Par contre, si vous êtes intelligent et qu'on vous met dans un milieu appauvri, vous allez devenir extrêmement stupide, comme un rat stupide. Et à l'inverse, si vous êtes un rat stupide et qu'on vous met dans des conditions appauvri, vous resterez stupide, bien évidemment. Mais si on vous place dans des conditions enrichies, vous allez devenir aussi intelligent que le rat intelligent. Alors ça, simplement pour montrer que ces effets sont à la fois dépendants du fond du patrimoine génétique qu'on a et des conditions environnementales dans lesquelles on va se trouver. Ça, c'est une recherche que viens de lire, que j'ai intégrée pour vous, qui vient de sortir dans Science, et qui est vraiment un très très joli travail, qui montre un effet du maternage. Alors c'est fait chez la souris, c'est fait au niveau de cellules de l'hippocampe, et c'est fait sur les phénomènes de rétrotransposition. La rétrotransposition, c'est un phénomène qu'on connaît assez bien, les biologistes connaissent assez bien, qui fait qu'on va avoir des gènes sauteurs qui vont aller répliquer en fait leur copie sur un brin d'ADN. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous corrélez cette transposition avec les conditions de maternage faites par les femelles souris, vous avez une relation inverse. Plus la souris est maternante, moins vous aurez de translocation. Moins la souris maternante, plus vous avez de translocation.
Et on peut s'amuser à croiser en prenant des sous-ruisseaux de portée de souris maternantes et les plaçant chez les souris non maternantes et vice-versa, et on obtient exactement les mêmes effets. On a donc quelque chose qui montre de façon assez importante actuellement que pendant la période de sevrage, les soins maternels peuvent modifier la structure même de l'ADN au niveau des cellules hippocampiques, qui sont des cellules impliquées dans l'orientation spatiale et dans la mémoire. Ce n'est pas quelque chose qui est évidemment réservé aux mamans, hein. Ça marche aussi avec les papas quand on leur demande d'identifier le pleur de leur bébé. Eh bien, ils sont aussi performants que les mères pour le faire. La seule variable importante, c'est le temps d'exposition que vous allez avoir, de contact que vous allez avoir entre le père et son bébé. Alors, avec tout ça, l'idée, c'est de regarder un petit peu ce que peut être l'embryogénèse et le développement si on ne le considère pas comme étant quelque chose, comme appartenant à un modèle prédictif linéaire, mais en le plaçant comme un système complexe. C'est-à-dire qu'on va passer par des états de stabilisation et on va passer à d'autres états sans qu'on puisse directement les prédire. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on va s'intéresser à plusieurs phénomènes au niveau du développement. L'émergence, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle propriété dans le système. Si je prends l'exemple de la marche, il y a un moment où l'enfant ne marche pas, il y a un moment où l'enfant ne marche pas, j'ai un système d'émergence. On va s'intéresser à la transition de phase, c'est-à-dire ce qui est responsable d'un changement brutal de l'état du système. Et puis surtout la valeur de transition, c'est-à-dire la valeur mathématique que je peux calculer pour dire je vais avoir quelque chose qui va changer d'état. Si on fait un résumé extrêmement rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour développer, mais si je regarde un petit peu tout ce que nous apprend l'embryologie, elle nous apprend pas mal de choses. La première chose, c'est que l'ADN en lui-même est à l'origine de la variabilité génique. C'est-à-dire que lorsque vous avez une fusion des gamètes, vous avez un système de ségrégation aléatoire des chromosomes maternels et paternels qui va créer une diversité génique quasi illimitée. On verra que cette diversité est fondamentale pour les processus de sélection et de différenciation. Deuxième chose importante, c'est que le développement de l'embryon, c'est une suite d'événements spatiaux et temporels qui vont permettre la constitution de formes de plus en plus complexes, qui vont permettre de passer du zygote à l'individu ou du génotype au phénotype. Ça, c'est régulé par deux mécanismes, deux types de facteurs, des facteurs génétiques et des facteurs épigénétiques. Les facteurs génétiques, ce sont les gènes régulateurs dont on a parlé tout à l'heure, les gènes régulateurs du développement, qui sont précoces, qui sont nécessaires pour déterminer la forme et le plan du corps. Néanmoins, même ces facteurs génétiques sont déjà sous contrôle de facteurs épigénétiques qui sont externes. Je parlais tout à l'heure de la pesanteur des forces qu'on va appliquer sur un embryon et qui vont moduler en fait l'expression des gènes. Ça, ce sont essentiellement des stimulations externes et on verra dans le cas de la synaptogénèse jusqu'où on peut aller avec ce type d'approche. Deuxième chose, on a au cours du développement de l'embryon différentes phases de système de sélection. Alors il faut entendre la sélection exactement comme la sélection naturelle chez Darwin, sauf que là, au lieu de travailler sur des individus, on travaille sur des populations de cellules. On a un premier mécanisme de sélection qui est lié au mécanisme cellulaire, les processus de division cellulaire, de migration, d'induction, de croissance, de différenciation. Ce sont des processus qui sont des processus physiques, on l'a vu tout à l'heure, qui sont déterministes et qui sont de nature stochastique. Nature stochastique, ça veut dire simplement que c'est quelque chose qui peut sembler aléatoire, mais qui n'est pas aléatoire parce qu'on peut le formaliser mathématiquement et on peut décrire avec des équations la façon dont le système va évoluer. On a un second système de sélection au cours du développement embryonnaire qui est un système de sélection par expérience. Ça, c'est quelque chose qui est une approche, c'est un système de sélection probabiliste qui va amener des groupes de cellules à s'associer entre elles, cellules, des populations de neurones, pour assurer un certain nombre de fonctions. Et puis, il y a un troisième facteur extrêmement important sur lequel on reviendra aussi un petit peu dans quelques minutes, qui est l'association par corrélation temporelle de différentes zones, de différents territoires nerveux
qui vont s'associer pour répondre ensemble à des stimulations externes, mais qui vont dépendre surtout de l'activité que développe l'organisme pour intégrer l'effet des stimulations à ses propres fonctionnements. Donc vous voyez qu'on est en train de shifter en termes de représentation. Au lieu d'avoir un développement qui serait quelque chose passif contrôlé par le gène, on a un développement embryonnaire qui est déjà un développement actif et dans lequel l'embryon va intervenir pour construire sa propre neurogénèse. Et ça, c'est lié au fait qu'on a une hétérochronie développementale et surtout au fait qu'au cours du développement embryonnaire, tous les systèmes sensoriels commencent à fonctionner alors qu'ils sont en train de maturer. Ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'un système sensoriel va participer à sa propre histoire prénatale, mais va également préparer son histoire postnatale. Des exemples de comment ça fonctionne, c'est essentiellement Gottlieb qui avait fait ces travaux qui sont magnifiques, en travaillant sur le caneton, parce que ça permet d'avoir des conditions d'élevage des canetons sur lesquels on peut faire des modifications sans avoir à les sortir. Vous connaissez tous la spécificité au cri de l'espèce, nous sommes comme les canards par rapport à ça. Simplement, si on fait entendre à des canetons qui sont dans des incubateurs la fondamentale du cri de l'espèce, eh bien, ils ne vont pas avoir la spécificité du cri de l'espèce. Si on fait entendre à ces mêmes canetons la spécificité du cri de l'espèce avec une variabilité autour de la fréquence fondamentale, on aura une spécificité au cri de l'espèce. Ça marche, on peut s'amuser à faire ça en remplaçant le cri d'espèce canard par celle de poule, ça marchera également. Ce qui est important ici, c'est que pour qu'on ait un système de sélection qui se mette en place, il faut qu'on ait un système de variabilité. Ça marche également chez l'humain, c'est des travaux qui ont été faits par des équipes anglaises qui montrent que plus vous avez de locuteurs autour d'un bébé, durant les phases précoces du développement, meilleure va être la segmentation au niveau linguistique, donc de la détection des caractéristiques de la langue. Ça va jouer dans les premières années de la vie. Mais c'est un effet aussi à long terme, parce que la meilleure segmentation de la langue permet d'avoir un meilleur contrôle de l'écriture, de la lecture de l'écriture, et un meilleur contrôle de l'orthographe. Donc on est exactement dans ce type de choses où ces expériences précoces que vous allez offrir à un organisme en développement vont modifier l'effet de l'environnement et la modification d'une fonction. Mais si l'environnement peut modifier une fonction, l'environnement peut modifier aussi les structures. On l'a vu tout à l'heure avec le travail de Peterman, mais on peut le voir aussi dans les travaux de Gottlieb, où lorsque vous utilisez la relation ADN, ARN messager, protéines pour mesurer l'expression des gènes et que vous placez vos animaux dans des conditions environnementales spécifiques, avec lumière d'un côté, avec un enregistrement auditif, vous modifiez en fait l'expression des protéines dans les zones visuelles, les zones corticales visuelles ou dans les zones auditives en fonction de l'expérience environnementale. Ces travaux amènent à l'idée qu'on a quelque chose qui est radicalement différent par rapport à ce qu'on pensait avant. Avant, on avait une relation très linéaire entre ADN, ARN messager, protéines, avec une chaîne causale univoque, et on est passé sur des modèles dans lesquels on est sur des structures, des relations biunivoques, bidirectionnelles, dans lesquelles les structures, la fonction, bien évidemment, dépend de la construction d'une structure, ça c'est l'expérience qu'on a du point de vue du développement, mais la fonction peut elle-même participer à la construction de la structure. Ça, c'est un changement radical de point de vue. Avant, on expliquait qu'il fallait qu'on ait les structures pour que les fonctions apparaissent. Maintenant, on sait que la fonction qui va s'exercer alors que l'organisme est en développement peut modifier en fait la construction de la structure et participer de cette façon au développement des structures centrales ou périphériques qui la soutiennent. La conséquence de ça, c'est que le développement des individus, et là c'est là que ça m'intéresse et je pense que ça va vous intéresser, le développement d'un individu à l'intérieur d'une espèce donnée, ce n'est pas quelque chose qui est inévitable ou invariant, le résultat et la séquence d'un développement individuel sont probables. On est passé sur un modèle non plus déterminisme linéaire, mais un modèle probabilistique dans lequel le résultat du développement individuel est une probabilité.
Conséquence pour le système nerveux central, moi évidemment je travaille essentiellement sur le développement du cerveau. Plusieurs choses importantes. La première, c'est que la neuroanatomie, qui va être le substrat qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir des fonctions cognitives, ça dépend de l'activité que met un organisme en développement pour intégrer les effets de l'environnement sur le fonctionnement des structures. Ça, c'est un changement de point de vue aussi radical qui consiste à dire qu'on a affaire à un organisme actif, y compris dans les phases primitives du développement. Conséquence, c'est qu'on va avoir des organisations au niveau du cerveau qui sont redondantes, qui vont permettre des processus de multimodalité, je vais donner quelques exemples, des systèmes qui sont massivement distribués avec des réseaux de neurones qui sont extrêmement plastiques, et, dernière conséquence, une énorme variabilité topobiologique dans l'organisation des neurones, qui va permettre de rendre compte des différences phénotypiques et qui va rendre possible les principes de sélection. Si vous n'avez pas de variabilité, le principe de sélection ne peut pas s'opérer. Deux étapes importantes en ce qui concerne le développement du cerveau. Là encore, c'est un résumé assez rapide. Ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire l'ensemble des processus cellulaires que j'ai abordés extrêmement rapidement, qui vont permettre la mise en place de notre neuroanatomie. Cette neurogénèse, ce qui est très important de comprendre et d'avoir présent en mémoire, c'est quelque chose qui est dépendant d'expérience. C'est-à-dire que si au cours du développement, vous n'avez pas certains événements qui se produisent, cette neurogénèse sera obérée. Elle va assurer la mise en place des neurones, dont à peu près le compte de neurones à la naissance est sujet à différentes discussions. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque neurone est individualisé. Il a une forme, il a des connexions, nombre de connexions qui va le différencier des autres neurones. Et dernier point très important sur la neurogénèse, c'est un processus commun qui est partagé par tous les membres de la même espèce. C'est ce qu'on va permettre de comprendre un petit peu après. Deuxième mécanisme, c'est la synaptogénèse. La synaptogénèse, c'est quelque chose qui va être en attente d'expérience, qui n'est plus dépendant d'expérience, mais qui est en attente d'expérience, et qui va permettre un mécanisme d'élagage, de surproduction de synapses, d'élagage des synapses, qui va permettre de construire les fonctions. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement spécifique à chaque individu de l'espèce. Je vais illustrer ça de cette façon-là. Sur la partie gauche de cette image, vous voyez 4 cerveaux humains qui ont été reconstruits, c'est de l'imagerie. On reconnaît tous que ce sont des cerveaux humains, ça c'est l'effet de la neurogénèse, on a un développement qui est commun à tout le monde, mais si je regarde la répartition des lobules et des sillons entre les lobules, eh bien j'ai autant de variations que j'ai d'images. Ça, c'est l'effet de la synaptogénèse. Et si vous prenez sur la partie droite de cette diapositive, c'est une expérience en IRM fonctionnelle. Je pourrais la faire avec vous, ça marcherait très bien. Je vous demande de compter dans votre tête de 1 à 10 et de 10 à 1 dans l'autre sens, mentalement. Et lorsqu'on fait ça, on voit qu'on a autant de réponses qu'on a de sujets pour exactement la même tâche. Donc la façon dont les sujets vont répondre à la tâche dépend totalement des mécanismes synaptogénétiques qui se sont mis en place pendant la période périnatale. Exemple d'application des mécanismes synaptogénétiques, c'est ce que vous connaissez tous sur l'apprentissage de la langue ou la reconnaissance de la langue. Quand vous êtes né, quand je suis né, quand les nouveau-nés humains naissent, ils sont sensibles au son de toutes les langues, ce qui est assez compréhensible puisque le système qui est responsable de l'apparition de l'individu ne sait pas si vous allez naître à Bilbao, à Paris ou à Pékin. Donc on est sensible à tous les sons des langues. On a donc une capacité qui est une capacité adaptative, qui est un petit peu comme la spécificité au cri de l'espèce. Et ça, c'est quelque chose qui va disparaître en fonction de l'expérience qu'on vous propose. 5 minutes, je pense que je devrais être dans le temps. En 1 mois, cette fonction disparaît. Et en 3 mois, ce que vous avez sur la partie gauche de l'image, vous avez la construction dans la partie gauche de l'hémisphère cérébral des structures langagières.
effet de synaptogénèse qui est effectivement en attente d'expérience. L'autre exemple classique, c'est ce qu'on appelle le The Race Effect, c'est-à-dire le fait que quand vous êtes bébé, vous êtes capable de différencier tous les individus d'autres ethnies. C'est quelque chose qui disparaît entre 8 et 9 mois, qui est lié simplement au fait que vous n'allez plus avoir de variation des autres ethnies, vous avez votre ethnie principale autour de vous et vous perdez cette sensibilité. La voix de la mère, je vais passer dessus, ça aussi. Et juste pour finir, cette idée qu'on a en fait, entre le prénatal et le postnatal, on a une continuité, à la fois dans les apprentissages prénataux. Et ces apprentissages prénataux, qu'on a abordés rapidement pour le langage, ils sont impliqués dans la neurogénèse. Ils ont surtout pour fonction de maintenir une activité dans les réseaux de neurones qui seront impliqués dans la synaptogénèse après la naissance. Deuxième chose, on l'a dit tout à l'heure, on a une variabilité des connexions qui va permettre les systèmes de sélection. Et l'idée importante, c'est que la sélection est de même nature avant et après la naissance. Je vais donner 2 exemples très rapides. Ça, c'est des jolis travaux qui sont sortis il y a une dizaine d'années sur des fœtus de 22 semaines, où on voit qu'il y a une planification de l'ouverture de la bouche en fonction de l'approche du pouce. C'est-à-dire que vous avez un système de représentation, d'organisation spatiale qui est déjà extrêmement développé, et c'est quelque chose qu'on retrouve exactement de même nature après la naissance. Et pour terminer, s'il me reste encore 2 petites minutes, je parlerai d'une structure sous-corticale qui est le colliculus supérieur. C'est une structure hyper intéressante parce qu'elle est organisée en couches, ce qui fait qu'un point de l'espace peut être adressé par différents systèmes sensoriels, auditifs, visuels, tactiles. C'est quelque chose qui se construit pendant la période prénatale, mais que le bébé, le nouveau-né, va utiliser de façon immédiate. Vous connaissez peut-être cette recherche, qui est une recherche ancienne d'Allegria et Noiro de la fin des années 70, dans laquelle il s'intéressait à la localisation auditive. Lorsque vous faites entendre des sons à droite ou à gauche à un bébé, vous avez une réponse d'orientation de l'œil, de la tête, et aussi une asymétrie de la bouche, d'accord, en direction de la source sonore. Ça, c'est l'effet de la gestion de ce type de stimulation par le colliculus dont je parlais à l'instant. Mais ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait des enfants qui répondaient de façon symétrique à gauche et à droite pour les stimulations gauche et droite, et des enfants qui ne répondaient que du côté droit. Et ils se sont beaucoup posé de la question en se disant, est-ce qu'on aurait un facteur génétique qui expliquerait cette chose-là ? Ben, la réponse est beaucoup plus simple, en fait. C'est totalement lié au mécanisme, à l'alimentation. Lorsque vous êtes alimenté au sein, les mamans alternant sein gauche, sein droit, le bébé va avoir ce système de stimulation gauche-droite qui va en permanence se faire. Lorsque vous êtes alimenté au biberon, les mamans tenant majoritairement sur le bras gauche, oui, et utilisant le bras droit pour nourrir, eh bien, vous perdez la spécificité sur la gauche et vous construisez sur la droite. Et pour montrer qu'ils avaient raison, ils ont fait l'expérience juste après la naissance. Évidemment, dans les 6 heures qui suivent la naissance, 100% des bébés répondent à gauche et à droite. Il faut 3 repas pour que cette construction spatiale s'organise. Je vais terminer là-dessus, c'est juste pour vous montrer comment les systèmes de sélection qui sont à la disposition d'un nouveau-né humain pour traiter ce qui va lui être offert par son environnement physique et humain peuvent être directement utilisés parce qu'ils sont le résultat de leur expérience prénatale pour avoir des comportements totalement adaptés et totalement efficaces vis-à-vis de leurs partenaires humains et de leur environnement. Muchas gracias. Merci beaucoup, c'était vraiment super, d'accord. Et je crois qu'il commence à nous introduire dans le monde où il faudra s'occuper plus de ce qui se passe autour et ce qui est l'échange que seulement de la personne. Voilà, maintenant, M. Ansermet, le professeur Ansermet, non, on va dire programmé pour ne pas l'être.
Voilà, bien. Ben, écoutez, effectivement, après cet exposé, on mesure à quel point la génétique n'explique pas tout. Je pourrais reprendre la même phrase au début de mon exposé, un même constat que je vais aborder en dépliant un paradoxe que j'ai mis comme titre et les facteurs qui font qu'on est aussi déterminé pour ne pas l'être. Ce qui fait effectivement que nous sommes évidemment plus que nos gènes, comme le dit Edith Heard, qui est prof d'épigénétique au Collège de France, qui a la chaire d'épigénétique au Collège de France. Nous sommes plus que nos gènes, mais que nous sommes peut-être plus aussi que nos mécanismes épigénétiques, et peut-être que nous sommes plus aussi que ce qui nous détermine. Alors, ma question, c'est de se demander si on est dans la continuité ou la discontinuité dans le déterminisme. C'est-à-dire penser le déterminisme, est-ce qu'on le pense habituellement un rapport de causalité naturelle, cause-effet, en termes de continuité, et au fond, j'aimerais mettre en balance continuité et discontinuité dans le déterminisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on est déterminé, qu'est-ce qui est du côté de la détermination et qu'est-ce qui est du côté de la non-détermination. Alors, pour la continuité, quels sont les facteurs de continuité? En allant très rapidement sur ces éléments, effectivement, vous voyez, depuis longtemps, même dans les représentations collectives, l'idée que les premiers mois façonnent le reste de notre vie, pendant la grossesse, peut-être même, comme ça a été dit tout à l'heure, des facteurs épigénétiques liés au préconceptionnel. Enfin, il y a cette idée quand même qui est très prévalente, peut-être un peu angoissante, qui va transformer le pédopsychiatre en un corbeau noir du déterminisme, tournant autour des ventres maternels ou tournant autour des berceaux. Donc, au fond, cette idée qu'il y a effectivement, par exemple, des stress prénataux, périnataux, postnataux qui vont influencer la psychopathologie du développement à travers des facteurs épigénétiques dont vous avez effectivement fait mention, c'est-à-dire qu'il y a là une psychopathologie développementale. Au fond, nous, on a tout un projet de recherche sur le devenir des prématurés, mais aussi sur la violence, qui montre comment, au fond, à travers le traumatisme maternel, à travers des régulations complexes psychophysiologiques, à travers aussi des formations psychopathologiques qui viennent aussi déterminer la position du père ou de la mère, on passe effectivement de facteurs de risque, prématurité, mais aussi de la violence qu'on a étudié dans un projet de recherche avec Dan Schechter et bien d'autres collaborateurs sur, au fond, le développement d'endophénotypes, soit à risque, soit résilients. C'est toute une ligne de recherche que nous développons depuis de longues années entre Genève et Lausanne, et qu'on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on va peut-être revisiter la psychopathologie en termes de vulnérabilité à travers différentes transitions de phase de la vie, peut-être déjà de la vie prénatale. Donc, revoir la psychopathologie plutôt que les grandes structures cliniques avec une vision, au fond, temporelle et le concept de vulnérabilité acquise au cours du développement et le concept de trajectoire individuelle. C'est-à-dire que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a passé de la vision de la génétique et même de l'épigénétique comme, au fond, une vision de répétition du même, de répétition du même, et que la question qui est au centre de l'exposé formidable qu'on vient d'avoir, c'est la production du différent, qui est plus au programme de la génétique aujourd'hui et des neurosciences que la répétition du même. Et peut-être que nous, on doit modifier notre vision psychopathologique en clinique parce qu'on est peut-être trop pris dans une conception dépassée de la causalité en biologie. C'est que finalement, pour moi, l'expérience de la collaboration avec Pierre Magistretti, neurobiologiste, ça a été de m'affranchir de certains raisonnements déterministes à partir du questionnement des neurosciences.
finalement, les neurosciences et la génétique viennent questionner et peut-être mettre en crise nos propres raisonnements déterministes, y compris dans nos raisonnements cliniques. Alors, facteurs de continuité. J'ai pris 3 registres, les systèmes de mémoire qui sont effectivement importants, les traces épigénétiques, on pourrait dire d'ailleurs que les traces épigénétiques sont un système de mémoire, et puis la plasticité. J'ai mis ces 3 éléments juste pour ouvrir des boîtes dans les conceptions que vous avez de chacun. Et qu'effectivement, dans les systèmes de mémoire, il y a les mémoires, des systèmes de mémoire multiples, à court terme, à long terme, à terme intermédiaire. Enfin, c'est d'une complexité extrême. Et là, il y a effectivement un système émotionnel, de mémoire émotionnelle, the emotional brain, comme disait Ledoux, le cerveau émotionnel, des émotions, mettant en jeu d'un côté l'hippocampe avec la question de la mémoire explicite et l'amygdale avec le questionnement sur la mémoire implicite. Or, pour ce qui nous intéresse, c'est que la maturation de l'hippocampe met un certain temps, et jusque vers 3-4 ans, alors que la maturation de l'amygdale est déjà présente chez le fœtus. Ce qui, au fond, implique une préoccupation nouvelle sur la psychopathologie, de se dire qu'il y a cette mémoire amygdalienne implicite, sorte de mémoire du corps, puisque le noyau amygdalien est proche de toutes sortes de noyaux centraux qui ont à voir avec le neurovégétatif et l'endocrinien, la pression artérielle, et que peut-être on va avoir un remaniement complet des frontières des domaines entre la pédiatrie du développement et la pédopsychiatrie. Qu'aujourd'hui, on oppose ces champs qui, au fait, sont liés par rapport à ces possibilités d'inscription de l'expérience déjà dans la vie prénatale et la vie précoce. Ça veut dire qu'effectivement, par rapport au traumatisme précoce, on a une amnésie infantile, mais l'amnésie infantile n'est que le retard de maturation du système hippocampique. Mais que s'il y a une amnésie infantile, il n'y a par contre pas une amnésie au niveau du système de mémoire implicite, et qu'au fond, ça implique une nouvelle façon de voir la psychopathologie précoce, et en particulier les stress prénataux et périnataux à travers ces systèmes de mémoire. Les traces épigénétiques, eh bien, très, très simplement, effectivement, aujourd'hui, même à partir des travaux anciens de Michael Meaney, qui a été un chercheur expérimental, qui a montré comment lui-même, l'abus, la déprivation, les mauvais traitements, la dépression, l'anxiété, l'addiction, sont des facteurs épigénétiques qui peuvent impliquer des différences individuelles, en particulier dans les réponses neuroendocriniennes et neuronales, par exemple au stress. Et qu'effectivement, la méthylation du DNA, tout ça implique de penser une interface entre l'environnement dynamique et le génome fixe. Pour autant qu'après l'exposé qu'on vient d'avoir, on peut considérer que le génome est fixe. Mais enfin, il y a une interaction là. On pourrait dire que la génétique, c'est l'étude de la nécessité, et l'épigénétique, c'est l'étude de la contingence. Et qu'aujourd'hui, la grande loi de l'univers, c'est aussi la contingence. Et nous sommes des praticiens de la contingence, puisque, au fond, un enfant va être soumis à plein de contingences, et qu'on ne peut pas le regarder seulement par rapport à les dispositifs de nécessité dans lesquels il est pris. Donc finalement, la dialectique entre génétique et épigénétique fait revisiter la dialectique entre nécessité et contingence. Et là, j'emprunte ce schéma à Ariane Jacobino, qui est une généticienne avec laquelle je collabore beaucoup à Genève, et qui effectivement montre bien dans ce schéma que la transmission génétique, effectivement, intergénérationnelle existe, mais qu'il y a aussi, et ça c'est quand même une question majeure, une transmission intergénérationnelle des traces épigénétiques. Alors, est-ce que c'est pour une génération? Est-ce que c'est pour plusieurs générations? Ça veut dire que quand un enfant est exposé à des situations de pauvreté, comme vous l'avez montré,
de stress précoce, ce n'est pas seulement le développement de cet enfant qui est touché, mais c'est l'espèce qui est touchée. C'est un problème à la fois individuel, mais en même temps à pronostic complexe entre les générations. Et qu'au fond, de même qu'on peut définir des phénotypes, on peut définir des épiphénotypes, et qu'au fond, aujourd'hui, on est dans cette complexité, avec la plasticité aussi, c'est-à-dire le fait que l'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal, une trace structurelle, une trace effectivement aussi concrète, avec des réarrangements, et qu'au fond, toute expérience modifie le réseau neuronal, et que c'est une autre voie qui est effectivement très importante. Alors ça, c'est des facteurs de continuité, c'est-à-dire mémoire, trace épigénétique, plasticité. Finalement, c'est une nouvelle théorie de la mémoire, de l'inscription de l'expérience. Maintenant, discontinuité. Discontinuité, à mon avis, ouvre à une nouvelle psychopathologie. Peut-être qu'on devrait aujourd'hui fonder une psychopathologie de la discontinuité, une réflexion sur les facteurs de discontinuité. On ne retrouve pas toujours dans la suite ce qu'on avait pu prédire précédemment. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une discontinuité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a discontinuité? Peut-être même ouvrir dans cette collaboration qu'on nous invite à avoir une biologie de la discontinuité. Penser une biologie de la discontinuité, de l'hétérochronie, comme a dit... comme vous avez dit juste à l'instant, et effectivement toute cette question de la discontinuité. Alors bon, j'ai mis des facteurs de discontinuité, et vous verrez qu'on retrouve peut-être aussi un peu les mêmes, c'est-à-dire la plasticité, l'inconscient, que j'ai mis comme facteur de discontinuité, je vais développer tout ça, et la question du changement permanent. Donc ça, c'est les paradoxes particuliers. Alors, la plasticité. La plasticité, c'est une vision très déterministe. L'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal. Mais la trace devient en elle-même un stimulus. Et donc, au fond, la trace peut se réassocier avec d'autres traces. Et au fond, créer des nouvelles traces et des nouvelles représentations. Donc, on a un phénomène de continuité qui produit de la discontinuité. C'est le paradoxe, c'est un paradoxe central de la plasticité. Il y a un paradoxe, la plasticité, c'est que l'expérience étant chaque fois différente et unique, chacun est différent et unique, mais en même temps, il y a potentiellement dans la plasticité une perspective de la mise en place d'une discontinuité. C'est-à-dire et là, il y a un mécanisme assez fascinant sur le plan neurobiologique qui implique une collaboration nouvelle de réflexion sur la psychanalyse, sur la psychothérapie, sur toutes les thérapies psychiques, c'est ce qu'on appelle la reconsolidation. C'est-à-dire quand on rappelle un item mnésique, on rend les traces labiles et susceptibles de nouvelles associations. Et donc là, on a un mécanisme même, c'est-à-dire que l'association, la réassociation des traces est un mécanisme de changement qui fait que les mémoires sont dynamiques et en modification permanente. Nous sommes aussi, dans une certaine mesure, des praticiens de la reconsolidation. Je ne vais pas faire un développement trop long sur ce fait, mais je pense que le terme de reconsolidation prête un peu à confusion, c'est plutôt la déconsolidation. Mais enfin, c'est que les chercheurs ont vu que la mémoire nécessitait la répétition et sont beaucoup intéressés aux mécanismes de mémoire et d'apprentissage, et qu'à un certain moment, récemment, enfin par certains chercheurs, justement Joe Ledoux, Christine Alberini, Yadin Doudaï aussi, se sont intéressés aux mécanismes qui faisaient qu'on doit répéter pour apprendre. Ça veut dire en disant, mais qu'est-ce qui fait que ça se défait? Et au fond, ça, c'est d'où l'idée de reconsolidation. Donc, c'est un paradoxe important, cette discontinuité. L'inconscient, je le mets ici parce que, au fond, pour aller rapidement par rapport à l'Assemblée qui est ici, je ne vais pas tout redéfinir ce qu'est l'inconscient, peut-être je vais faire ça très simplement. Là, j'emprunte ce schéma à un chercheur en neurobiologie et qui, au fond, définit
Reichel, il s'appelle Reichel, deux modes de fonctionnement du cerveau. Il dit qu'il y a un mode de fonctionnement linéaire, binaire, séquentiel, sensorimoteur, cognitif, conscient. Et il y a un autre mode du fonctionnement du cerveau qu'on devrait mettre au programme des neurosciences, qui est non linéaire, adimensionnel, discontinu. Et au fond, c'est beaucoup plus difficile d'étudier les processus discontinus que les processus continus. Mais lui insiste, Reichel, spécialiste en particulier de l'imagerie cérébrale, sur le fait de mettre cette non-linéarité au programme des recherches sur le cerveau, c'est-à-dire ce qui est au centre de notre clinique psychopathologique, psychanalytique, c'est-à-dire l'inconscient comme ignorant le temps, ignorant la contradiction, ignorant la négation. Au cœur du fonctionnement psychique, on a un processus adimensionnel qui joue un rôle très important dans les symptômes, mais aussi dans la créativité et l'inventivité, que ce soit de l'artiste ou du savant. Donc là, un autre facteur de discontinuité très important au cœur du fonctionnement psychique et donc aussi au cœur du fonctionnement neuronal. Ensuite, le changement permanent. Ça, c'est le paradoxe de la plasticité qui nous a beaucoup occupés avec Pierre Magistretti, c'est-à-dire que le fait que l'expérience laisse une trace, puis une autre expérience laisse une trace, puis les traces se réassocient les unes avec les autres, implique qu'on n'utilise jamais deux fois le même cerveau. C'est-à-dire la plasticité veut dire tout est conservé, continuité, tout change en permanence, discontinuité. Et donc, comment penser un mécanisme qui a cette contradiction entre tout est conservé et tout se modifie, entre continuité et discontinuité. Effectivement, pour le penser, il faut introduire la notion du temps, c'est-à-dire qu'il y a une inscription diachronique des traces, mais il y a une réinscription synchronique des traces, réassociation synchronique des traces, et qu'au fond, il faut arriver à penser continuité et discontinuité, et pour le penser, peut-être faut-il penser synchronie et diachronie, et qu'on pourrait dire que chaque événement psychique est à la fois synchronique et diachronique. C'est pour ça qu'à droite, j'ai mis ce schéma, parce que là, le schéma de gauche, il est trop linéaire. Enfin, il dit qu'il y a des inscriptions diachroniques, c'est-à-dire qu'une histoire, c'est une inscription de traces, qu'elle soit mnésique, plasticité ou épigénétique. Mais en fait, chaque événement est à la fois synchronique et diachronique. Il y a une combinaison des deux qui se réalise et qu'au fond, on a un non-déterminisme diachronique dû à la nature de certains objets synchroniques. Comme objet synchronique, la trace synaptique, trace épigénétique, pourquoi pas le signifiant dans le langage, l'équivoque du langage, pourquoi pas dans l'instant, la temporalité. On a là des facteurs de non-déterminisme diachronique dus à des phénomènes synchroniques. Et qu'effectivement, il y a un non-déterminisme diachronique qui en résulte, d'où l'intérêt du temps, kairos, du moment significatif, de l'instant qui est au centre de notre pratique, mais qui est aussi présent dans les enjeux aujourd'hui de la discontinuité dans les phénomènes biologiques. Alors bon, le changement permanent, c'est à la fois la plasticité, j'ai dit, une formule plus simple pour le résumer, c'est de dire on n'utilise jamais deux fois le même cerveau, de même qu'on ne se plonge jamais deux fois dans le même fleuve, et qu'au fond, il y a là un changement permanent qui est difficile. Si vous voulez, la question du psychanalyste, du psychopathologue, du psychiatre, c'est comment on peut changer quelqu'un qui ne cesse de se répéter et de répéter. Or, la question du neurobiologiste, que j'ai vécue dans cette collaboration avec des chercheurs, c'est comment ça se fait qu'avec quelque chose qui change autant, on reste le même. D'où vient l'identité diachronique? Là, on a vraiment deux questions
vertigineuses qui se rencontrent et que l'exposé qu'on vient d'avoir de Jouan est encore plus déstabilisant que ce que j'avais vécu jusque-là. Donc, voilà. Donc, c'est d'où l'idée qu'on serait biologiquement déterminé pour ne pas être déterminé. On serait déterminé pour ne pas l'être. On serait biologiquement déterminé pour ne pas être totalement biologiquement déterminé. Ce qui laisse une place au changement et aussi à l'évolution. C'est pour ça que les gens aujourd'hui sont beaucoup dans évo-dévo, c'est-à-dire le rapport entre le développement et l'évolution qui est au centre de la recherche de beaucoup, comme Alain Prochian au Collège de France et d'autres. Donc, effectivement, on est aussi génétiquement déterminé pour ne pas être totalement génétiquement déterminé. C'est d'ailleurs, je signale le livre récemment paru d'Ariane Jacobino, Peut-on se libérer de ces gènes, qui traite de la question de l'épigénétique, qui est au centre de ses préoccupations. Et là, je dirais, du point de vue de la génétique, il y a des travaux qui m'ont beaucoup marqué et qui impliquent cette sorte de révolution discontinue de nos notions. C'est qu'effectivement, il peut y avoir du multiple dans la génétique, du multiple diachronique. C'est-à-dire que les travaux de Michael Snyder ont montré, lui, il a eu la bonne idée d'analyser le génome, mais pas seulement le profil omique, c'est-à-dire les protéomiques, les métaboliques, transcriptomiques, génomiques, etc., au cours du temps. Et il a montré les variations au cours du temps de ces déterminants génétiques. Il l'a fait pendant une période de 14 mois. Donc ça, c'est aussi une idée qui révolutionne nos représentations. C'est-à-dire qu'on voit souvent la génétique comme une structure, alors qu'en fait, il y a une variation qu'il a pu montrer au cours du temps. Donc un multiple diachronique. Mais il y a aussi un multiple synchronique. Par exemple, les travaux de Lupski montrent le mosaïcisme du génome et que chez un humain, les cellules de notre corps contiennent pas toutes un génome identique et qu'au fond, on peut se poser la question de cette variation synchronique du génome par rapport à la question des facteurs de risque, la santé de la maladie. Donc là aussi, penser le multiple. On est obligé de penser la discontinuité et le multiple, sans compter les jumping genes. On est très préoccupé au comité d'éthique sur les CRISPR-Cas9 et puis les interventions, mais en fait, il y a des interventions spontanées et des cassures spontanées qui se passent et que, effectivement, les jumping genes, enfin ça c'est un Scientific American il y a déjà longtemps, mais qui, vous voyez, la question, les neurosciences de l'identité, la génétique de l'identité, la génétique de la différence, qui est très importante à faire entrer aussi dans nos représentations. Donc, on peut dire, tout se conserve, il y a un côté de continuité, tout se conserve, continuité, tout se répète, prédiction possible. Tout se modifie, c'est imprédictible. Et qu'au fond, on doit aujourd'hui penser ce rapport entre le prédictible et l'imprédictible dans nos pratiques. C'est-à-dire qu'il y a une part de non-savoir qui est produit par les avancées des savoirs et des connaissances. Donc, effectivement, on peut avoir une logique de la cause, avec l'idée qu'il y a une continuité entre une structure X ou un événement X et un effet Y, mais qui est toujours pris dans le déterminisme diachronique, c'est-à-dire finalement une prospection rétrospective, une rétrospection prospective, c'est-à-dire que, je le dis souvent, mais le risque du pédopsychiatre, de la périnatalité, du psychiatre d'enfant, de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, c'est qu'on devienne des spécialistes de la prédiction du passé. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'avenir, on voit le passé. Et après, on nous dit, oui, vous êtes partie du passé. Peut-être que nous-mêmes, on participe à devenir des représentants du passé. Alors, à ça, on peut opposer l'imprévisibilité de la synchronie, l'imprédictibilité du devenir. C'est-à-dire l'imprédictibilité du devenir, c'est à chaque instant, il y a une ouverture vers ce qui était n'est plus,
ce qui sera n'est pas encore, tant sur le plan du vivant que sur le plan psychique. Et ça, c'est important de mesurer l'incidence et la présence de cette discontinuité dans le champ qui est le nôtre. Donc, pour conclure, plutôt qu'être dans une logique de la cause, qui est tellement présente dans notre soif de causalité, d'explication, de déterminisme, les avancées aujourd'hui, tant dans la génétique que la plasticité, les neurosciences, avec encore la neurogenèse que je n'ai pas mis, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un court exposé que je vais terminer dans un instant, c'est-à-dire introduire aussi une logique de la réponse, s'orienter à partir de la réponse de l'enfant, de la réponse des parents, de la réponse de l'environnement, sortir d'une vision de ce qui est par rapport à la cause pour ouvrir une vision de ce qui est comme réponse. Quelle réponse le sujet invente à ses déterminants génétiques, à ses déterminants épigénétiques et pourquoi pas à son histoire. C'est-à-dire que va-t-on faire de ce qui nous détermine ? Ça, c'est la question du psychopathologue et du clinicien. Que va-t-on faire de ce qui nous détermine ? Que va-t-on faire de ce qu'on a fait de nous ? Et que là, effectivement, c'est laisser l'espace à la réponse. Donc la discontinuité, tous les facteurs de discontinuité que j'ai cités ouvrent la possibilité d'une réponse, c'est-à-dire introduisent à la question du devenir. Font peut-être que l'avenir de la collaboration entre neurosciences, génétique, épigénétique et psychopathologie, c'est penser le devenir par-delà le développement. Des fois, on se réfère au développement, ce n'est pas une raison d'oublier le devenir, où chacun est auteur et acteur de son devenir, de façon des fois même surprenante et étonnante. Donc le devenir implique le choix, implique l'invention, qu'un sujet s'invente à partir de ses déterminants aussi, et que, au fond, je termine avec cette phrase de Valérie qui est pour moi une boussole. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je m'invente. Alors, c'est ça notre champ clinique, d'ouvrir la place à l'invention possible, par-delà, au-delà des déterminants génétiques, épigénétiques, neurobiologiques et psychiques. Voilà, merci. Merci bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ces 4 minutes qui nous restent? Sinon, pensez un moment que beaucoup de cliniciens ont pensé ça tout le long de leur travail. Et commençant par Colette Chilan et René Diatkin, qui ont fait le premier follow-up des enfants de l'école, de première à la 5e classe, en voyant que les enfants qui avaient des problèmes au début, souvent, sans aucune intervention, sortaient tout à fait bien, et le contraire. Et qu'ils se sont demandé, comme nous nous demandons chaque jour, pourquoi cet enfant guérit, pourquoi cet adolescent va mieux, pourquoi l'autre s'empire, n'importe ce que nous faisons. Et surtout, une autre chose, si nous employons toujours les mots, ça ne marche pas. Ce n'est pas les mots qui vont résoudre des situations complexes. Et quand vous parlez de toutes ces choses, et vous faites les différences, par exemple, entre le stress, qui est dû au fait que le rat n'est pas bien soigné, ou qui n'a pas mangé, et qui donne des résultats, combien de toutes les questions des anamnèses que nous faisons sont des questions très, très grossières, au fond, par ce qui a vraiment touché l'enfant. Alors, j'ai l'impression que nous sommes enfin arrivés à un point où on peut vraiment penser qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire si on pense au futur.
ce futur qui aujourd'hui manque totalement, ou presque totalement, dans la tête de beaucoup de parents qui sont pris dans la gelée du moment, des difficultés du moment avec leurs enfants et qui ne savent pas penser au futur. Et nous les martyrisons en leur demandant « Répétez-moi avec plus de précision ce qui s'est passé quand il avait 2 mois ». Et tandis que le problème, c'est en tout cas de nous inventer un futur qui est en tout cas en train de se réaliser, lui, tout seul, avec un change épocal dans lequel nous sommes. Quand je pense qu'en Italie, l'Italie chrétienne, l'Italie avec tout ça, sur 400 000 enfants qui naissent chaque année, non, 400 000 enfants qui naissent chaque année, en diminuant chaque année, il y en a déjà 20 000 qui sont sûrement des enfants venus avec le PMA et que nous ne savons rien de ce qui se passera dans le futur dans ces enfants. Et donc que nous avons la nécessité de nous presser à travailler ensemble parce que ce qui sort de vous deux très beaux exposés, c'est que le passé est important. Mais ce qui est important, ce qui va se passer maintenant et dans 2 jours et dans quelques mois. Moi, j'aurais une question basque à poser à François Jouan, parce que effectivement, à Genève, Bertrand Kramer a aussi montré qu'il y avait une discontinuité en ce qu'on prédisait et puis au fond, ce qui a suivi. Hein. Donc, que deviennent nos bébés, c'est une ligne de recherche qu'il a eue, il montre cette discontinuité. Un autre Genevois s'appelle Ajuria Guerra. Donc, voilà. Et cette Genevois avait aussi cette préoccupation parce que j'ai toujours été impressionné par la façon dont il mettait en jeu le rapport structure-fonction. Et là, vous avez dit il y a un rapport complexe entre structure et fonction et que la fonction modifie la structure. Et Ajuria Guerra, pour moi, basque, même si c'est un Genevois, lui distinguait la fonction du fonctionnement. Et montrait au fond comment le fonctionnement modifiait la fonction. Et ça, par rapport aux troubles neurodéveloppementaux, voire même l'autisme, je pense que cette dialectique est très intéressante. Est-ce que vous pouvez juste faire une petite remarque post-basque? Ça va être un peu compliqué parce que ça va nous entraîner dans une sacrée discussion. Oui. Non, mais on ne peut pas parler. Oui, la question qui est derrière ça, c'est en fait le problème de la forme. Un peu plus fort. Est-ce que le micro marche là? Non, oui. ça marche. Le problème que vous posez, c'est le problème de la relation, c'est le problème de la morphologie en fait, hein, et comment une fonction va s'inscrire dans une forme qui évolue au cours du temps. C'est en ce sens-là que je parle de relation entre structure et fonction. Le fonctionnement, c'est l'appropriation par le sujet du couple structure-fonction, en fait. Si je peux répondre rapidement. Et je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez dit, parce que bon, je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter hors congrès ou pendant le congrès, sur ce problème du déterminisme et sur lequel je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais des fois, en France, on est beaucoup plus bête que les Suisses, comme vous le savez depuis longtemps. Et il y a quelques années, on avait eu l'idée, l'INSERM avait eu l'idée de faire une étude prospective sur le devenir des enfants de 3 ans concernant leur risque non pas de pathologie, mais de déviance. Tendance antisociale. Voilà, tendance antisociale. Et ça, je m'en sers assez souvent comme exemple pour expliquer qu'effectivement, cette vision, très déterministe qu'on a à cause des idées de modèles linéaires du développement et de l'idée qu'on peut prédire à un instant ce qui va se passer quand on connaît l'état du système à un moment, est quelque chose qui est encore très très présent, même si heureusement on a eu pas mal de collègues, y compris l'INSERM, qui ont rué un peu dans les brancards pour démontrer le côté complètement inepte de cette chose. Et l'autre chose aussi sur laquelle je voulais réagir par rapport à ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'était dans la fin de la présentation que je voulais faire, je n'ai pas eu le temps de faire, sur le problème de la mémoire épigénétique.
C'est les travaux qu'on fait en ce moment avec Michel Bolina, qui est co-signataire de cette conférence et qui enseigne à l'Université de Caen, sur comment on se comporte sur le plan moteur avec des enfants. C'est un peu ça peut vous intéresser les psychiatres et les psychiatres que vous êtes. Grosso modo, quand on parle à un bébé, on a, du point de vue du comportement moteur, exactement la même chose que ce qu'on a décrit dans le Mother Race, donc le discours adressé à l'enfant. On va modifier l'amplitude, on va modifier la fréquence. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, vous allez avoir une différence entre un adulte qui parle à un adulte qui parle à un bébé, avec des caractéristiques qu'on peut mesurer. Hein. On fait des calculs mathématiques là-dessus. Mais ce qui est encore plus fascinant dans l'affaire, c'est que si vous prenez une maman qui parle à un bébé et qui parle à son bébé, le comportement moteur de la maman sera différent. C'est-à-dire qu'il y a une signature totalement personnifiée en fait, entre la dyade mère-enfant sur le plan du langage, évidemment, mais aussi sur le plan de la motricité et de la posture. Si je peux ajouter quelque chose, je suis assez vieille pour avoir travaillé un peu avec Ajuria, et il disait la même chose par rapport au mouvement de l'enfant, et il avait tout un tas de situations pour lesquelles il disait la seule chose, c'est qu'il a inventé la psychomotricité, de bouger avec lui et de se faire plaisir. Non, enfin, je peux pas. Écoutez, on doit discuter et en fait, on a très envie de discuter. On a même commencé avant, mais on sait que le temps est très court et que donc nous avons que quelques secondes. Donc c'est l'angoisse pour un Suisse, quoi, parce qu'on doit arrêter à 11h et c'est 11h03. Hein? Donc, alors je dirais peut-être que le pont, l'intersection entre les deux exposés touche à la question du temps et au maniement du temps entre diachronie et synchronie, et cette notion très importante qui a été amenée par François Jouan, c'est-à-dire hétérochronie. Parce qu'au fond, dans la clinique, on est souvent dans les phénomènes non pas déterminés par des gènes, des structures neuronales ou des événements, mais par l'installation d'une hétérochronie qui fait que petit à petit quelque chose va se désorganiser ou que des régulations n'auront pas lieu. Et que je trouve que ce concept d'hétérochronie, je le mettrais à l'intersection de nos deux exposés. C'est entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je vous ai présenté ces jolis travaux de chez Paldi, c'est des gens avec qui je travaille régulièrement, sur les cellules hématopoïétiques, dont le devenir est hétérochrone. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait une phase de différenciation qui va dire je vais devenir macrophage de globules blancs, globules rouges, je vais passer par des états indéterminés, successifs, stochastiques, mais qui sont exactement de même nature que ce que vous venez d'apporter. C'est-à-dire qu'on a fait des domaines totalement diachroniques à ce niveau-là. Alors là, vous avez dit le mot fondamental, c'est-à-dire le stochastique, parce qu'au fond, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup ma collègue Ariane Jacobino en génétique, d'étudier les processus stochastiques. Et qu'au fond, nous sommes aussi confrontés à cette dimension du stochastique qu'on ne peut pas rejeter de nos préoccupations psychopathologiques. Merci bien de cette introduction parfaite.